Bonjour à tous, voici la présentation du module MXG5, dont le titre exact est Géotechnique pour le technicien. Le module matériaux 5 consiste à étudier 4 chapitres successivement. On va commencer par établir la notion de rupture dans les sols, puis parler de la poussée et de la butée. Et ensuite, dans un troisième chapitre, nous allons dimensionner des murs de soutènement, puis dimensionner pour finir des fondations superficielles. Commençons donc par le premier chapitre, rupture, critères de rupture, dont voici le plan. On va dans cette vidéo mettre en place des rappels et des définitions, donc le début du chapitre 1. Alors, regardons sur quelques photos des exemples de rupture. Vous avez à droite, vous avez un exemple de glissement de terrain. C'est un glissement de terrain massif qui a été tellement important qu'il a réussi à couper cette voie de circulation importante également. Voici un autre exemple de glissement de terrain, moins imposant mais tout de même. L'avantage de cette deuxième photo, c'est que nous arrivons à bien visualiser la ligne de rupture que nous voyons un peu à l'arrière. Donc on comprend que tout le sol qui était situé au-dessus de cette surface de rupture a réussi à glisser. On va pouvoir dire du coup que pour un glissement de terrain, eh bien, on pourra visualiser et identifier une surface de glissement qui est la surface de rupture, surface de glissement, surface de rupture, du coup sur laquelle le sol a été cisaillé, a été déchiqueté, du coup a connu sa rupture. Voici un autre exemple de rupture, avec cette fois-ci un défaut de stabilité de pente beaucoup moins imposant. Et vous avez ici l'exemple d'une surface de glissement qui est aussi la surface de rupture. Voici un exemple ensuite d'effondrement, donc c'est un exemple de rupture aussi. Cette photo a été prise au Japon et l'effondrement il est extrêmement impressionnant puisque toute la route devant vous là a connu un effondrement sur toute sa largeur et on peut voir des réseaux qui ont été sectionnés au passage. Vous avez du coup ici aussi un problème de rupture. Passons à la tour de Pise, que vous connaissez tous. Et là, le problème est différent. C'est un problème de tassement de fondation. Si la tour est inclinée, c'est parce que une partie de ses fondations, c'est plus tassé. En tout cas, le sol qui est dessous, c'est tassé, beaucoup plus qu'ailleurs. Et du coup, nous avons eu un exemple impressionnant de tassement différentiel sous une structure. Pour comprendre ce qui se passe sous une fondation, voici une photo, celle de droite, qui a été prise en laboratoire. Le rectangle noir foncé que vous voyez symbolise une fondation. Et sous cette fondation, il y a un sol, un modèle de sol qui a été disposé. Et ce modèle de sol a été quadrillé. Et vous avez du coup ces quadrillages qui sont dans certaines zones déformés. Effectivement, comme vous le voyez aussi, la fondation s'est enfoncée dans le sol. Et dans cette descente, eh bien, le sol s'est retrouvé déformé. En suivant la zone des quadrillages déformés et en suivant également la zone des quadrillages non déformés, on peut voir qu'il existe une limite, il existe une ligne. Donc d'un côté, les grains n'ont pas bougé, de l'autre, il y a eu des mouvements. Cette ligne qui vient d'apparaître, c'est du coup une surface de glissement et dans cette zone, on va avoir un problème de rupture. Donc, avant de passer à la suite, nous pouvons dès à présent dire que la conception des différents ouvrages que seront les fondations, les talus, les soutènements, mais bien d'autres également, eh bien cette conception est influencée par la résistance au cisaillement des terrains. Effectivement, dans le cas d'un glissement de terrain, c'est bien sur cette cupule de glissement que les choses vont se faire. Et dans le cas d'une fondation, c'est bien le long des lignes bleues qui sont sur l'image de droite que nous avons un problème de cisaillement des sols. Donc, la conception qu'on va mener devra conduire à éviter les ruptures ou les déformations trop importantes dans les massifs de sol. Et puis, il va être important donc de connaître la résistance ultime des terrains dans l'hypothèse de prévoir du coup leur probable rupture. Nous commençons le chapitre 1, rupture et critères de rupture, par un petit 1 qui consiste à faire des rappels sur les cercles de mort et les états de contrainte qu'ils représentent. Voici une fondation déjà vue à la vidéo 0. Il s'agit en fait d'un modèle de fondation, ici en noir, qui s'applique sur un modèle de sol représenté par des petits rouleaux.
Lorsque la fondation s'enfonce, cela génère dans le massif de sol situé dessous au moins ces deux lignes de rupture que nous avons déjà vues. Indiquons la présence d'un élément de sol infinitésimal situé sur l'une de ces lignes de rupture. Le voici plus gros, il est soumis à des contraintes σv et σh, puisque cet élément est dans le massif de sol. Mais puisqu'il est localisé, cet élément de sol tout petit, sur le plan de rupture, il va se retrouver être divisé en deux éléments. Si on isole l'un des deux morceaux obtenus, il nous faudra retranscrire à nouveau son équilibre en rajoutant, sur la facette obtenue inclinée, les contraintes σv et σh. La facette inclinée, sur laquelle le sol s'est rompu, est bien connue par les repères n et t que je viens de vous montrer. N est toujours perpendiculaire à la facette et T est par contre tangent. Chacune des facettes, même celle qui est verticale et celle qui est horizontale, sont du coup localisables par le repère qui leur est dédié à chacune, avec N qui est perpendiculaire à la facette et T qui est tangent. Dans ce dessin, nous avons donc la facette inclinée en rouge et pour chaque facette ensuite, la direction N qui est normale à la facette et ensuite la direction T qui est tangente à la facette. Si on fait un zoom sur la facette inclinée, nous retrouvons du coup le repère NT et en jaune les contraintes σv et σh. Il est possible de décomposer ces contraintes en des composantes qui sont cette fois collinéaires à N et collinéaires à T. Donc, si nous regroupons ces contraintes collinéaires rouges à N et bleu, collinéaire à T, nous pouvons identifier l'existence d'une contrainte à deux composantes, sigma perpendiculaire ici à la facette et tau qui est dans le sens tangent. Ce qui fait que nous allons nommer contrainte tangentielle tau la contrainte qui est dans le sens de T, la tangente à la facette, enfin dans la direction de T plutôt, et nous allons nommer sigma la contrainte normale qui est collinéaire à N. Ceci est très important et c'est avec cela que nous allons beaucoup travailler dans l'ensemble de ce cours. Reprenons du coup notre élément de sol soumis au niveau de la facette inclinée aux contraintes normales sigma et à la contrainte tangente tau. Nous pouvons représenter ces contraintes dans un repère de mort doté de tau à la verticale et de sigma la contrainte normale à l'horizontale. L'équivalent de cette facette avec les contraintes qui lui sont appliquées va être la position d'un point dont l'ordonnée est tau et l'abscisse est sigma. Ceci vaut lorsque nous avons, comme nous l'avons montré au départ, un élément de sol qui est localisé et placé comme le dessin le représente à nouveau. Si nous imaginons que cet élément de sol infinitésimal tourne autour de lui-même, nous pouvons du coup représenter un autre élément de sol infinitésimal sur lequel la position de la ligne de rupture va être différente. Si on retranscrit à nouveau, comme on l'a fait tout à l'heure, l'équilibre d'un des deux morceaux alors cassé ou l'un des deux morceaux découpés de cet élément de sol, nous pouvons prouver que nous générons sur la ligne de rupture de nouvelles valeurs de contrainte, sigma et tau, qui sont traduits du coup par des nouveaux points qui vont prendre leur place sur le repère de mort. Si on imagine à nouveau faire tourner cette facette là autour d'un même point, avec une facette du coup maintenant encore plus inclinée, ceci va se retranscrire par des nouvelles valeurs de contraintes qui vont être du coup les contraintes existantes au niveau de la nouvelle ligne de rupture qui sépare en deux cette nouvelle facette. On peut faire cela plein de fois et faire tourner de manière du coup indéfinie cette facette et point par point, nous allons ainsi former un cercle. Que représente ce cercle? Eh bien, cela représente l'ensemble des contraintes qui vont agir en un point. De quel point parlons-nous? Tout simplement, nous parlerons du point A qui est placé ici, au centre, autour duquel l'ensemble des facettes ont successivement tourné. Le cercle jaune du coup est un cercle de mort. Le cercle de mort est une représentation graphique de l'état de contrainte en un point, ici le point A, et en 2D, proposé par Christian Automore en 1882. Nous allons pouvoir identifier ensuite sur ce cercle de mort deux points au moins. Il s'agit de celui qui est ici tout à gauche, c'est la contrainte principale mineure. Le point ensuite bleu qui apparaît tout à droite est la contrainte principale majeure. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque nous imaginons prendre un élément de sol infinitésimal situé à des profondeurs différentes dans le massif de sol.
Sur l'image de gauche, nous voyons que cet élément de sol est localisé à une profondeur conséquente dans le massif. Il s'agit de la profondeur grand Z. Sur l'image de droite, l'élément de sol est localisé bien plus près de la fondation, donc à une profondeur petit z. Qu'est-ce que cela va changer au niveau des cercles de mort? Eh bien voici, prenons ce dessin représentant du coup notre élément de sol découpé en deux, donc on a un des deux morceaux obtenus. Nous rappelons que si nous sommes dans un massif ici à cette profondeur, eh bien nous aurons l'effet de l'ensemble des éléments qui sont autour de notre sol qui va agir et du coup notre élément de sol de petite dimension va se retrouver être soumis aux contraintes verticales sigma V ici en rouge d'intensité conséquente et sigma H également conséquent. Pour retrouver l'équilibre, alors sur la facette inclinée ici, nous avons besoin de rajouter l'existence de contraintes qui sont sigma et tau dont l'intensité est conséquente. Si nous traduisons tout cela sur le repère de mort qui est juste dessous, nous avons vu apparaître sigma V et sigma H qui sont loin sur le repère horizontal des contraintes normales puisque d'intensité conséquente. Ensuite, l'équivalent de la contrainte sur la facette inclinée est cette fois-ci ce nouveau point violet qui est placé ici de manière cohérente puisqu'il traduit la valeur sigma et la valeur tau valables pour la facette inclinée au niveau de la ligne de rupture. Ensemble, ces trois points, le nouveau violet et les deux rouges, sont sur le même cercle et donc le cercle représentant l'état de contrainte en le point central ici à la profondeur Z est le cercle rouge. Maintenant, regardons ce qui se passe à la petite profondeur Z. Puisque la profondeur et la quantité de sol autour de notre massif de sol justement est réduite, il est soumis à des contraintes verticales sigma V et horizontales sigma H, qu'on voit ici en bleu, d'intensité réduite. Cela va se traduire sur le cercle de mort par des points qui vont se trouver du coup localisés près du zéro, le zéro du repère étant évidemment ici. Ensemble, au niveau de notre facette, eh bien, nous avons besoin de retrouver l'équilibre et donc on va avoir besoin à nouveau de faire apparaître une contrainte normale et une contrainte tangente sur la facette au niveau de la ligne de rupture. Évidemment, les intensités de ces contraintes, sigma et tau, vont être réduites. Cela va se traduire sur le dessin du dessous par la position d'un point, le nouveau point violet, qui est du coup localisé plus vers la gauche et vers le haut sur le repère. Ensemble, les deux points bleus et le nouveau point rose vont être en fait sur un même cercle, dont la taille va du coup être réduite. Voici du coup ce qui change lorsque nous sommes à une profondeur importante et lorsque nous sommes ensuite à une profondeur réduite. Cela se traduit par des cercles dont la taille et la position dans le repère de mort sera différente. Je vais vous présenter maintenant une méthode graphique permettant de trouver grâce au cercle de mort la valeur des contraintes en un point, ceci dans n'importe quelle direction. Il s'agit de la méthode d'épaule. Pour cela donc, prenons un élément de sol infinitésimal, comme on l'a fait depuis le début de cette vidéo, qui est soumis à des contraintes sigma 1 et sigma 3, sigma 1 étant verticale et sigma 3 étant horizontale. Ces contraintes, comme la sigma 3 par exemple, agit seule sur la facette verticale qui est rose. Cette contrainte sigma 3 est la contrainte normale sur la facette rose. La contrainte sigma 1 qu'on voit ici est la seule qui agit, elle est normale à la facette verte. Ces contraintes donc prendront leur place dans le repère de mort qui est à côté, uniquement sur le repère horizontal des contraintes normales. On aura du coup les deux points bleus qui sont sigma 1 et sigma 3, localisés sur le même cercle dont on a ici la position du centre. Ce cercle de mort, du coup, est connu par la position de son centre, obtenue par sigma 1 plus sigma 3 sur 2. Et ce cercle ensuite est connu par son rayon, que nous pouvons avoir en faisant sigma 1 moins sigma 3 sur 2. La méthode d'épaule consiste à représenter sur le cercle de mort lui-même les facettes sur lesquelles les contraintes s'appliquent. Comme on l'a dit, sigma 1 agit sur une contrainte représentée ici en vert. Que nous prenions sigma 1 comme ça, vertical sur la facette du bas ou sigma 1 vertical agissant sur la facette du haut, ces deux facettes sont vertes, donc horizontales. Nous avons représenté ces facettes du coup là où sigma 1 existe sur le repère de mort. Nous pouvons faire pareil en indiquant du coup les facettes sur lesquelles sigma 3 agit, qui sont du coup des facettes verticales, que nous soyons ici à gauche de l'élément de sol ou à droite. Si nous prenons du coup ces deux directions, la verte et la violette, nous pouvons les prolonger et elles se rencontreront en un point qui sera localisé ici.
Nous nommerons ce point, tout simplement, le pôle. Qu'allons-nous faire avec ce pôle? Nous allons pouvoir définir les valeurs des contraintes à n'importe quel point à partir de calculs relativement simples. Regardez, en partant du pôle, nous pouvons identifier des choses simples. Je vous rappelle que l'état que nous avons à côté, c'est un petit élément de sol qui a été découpé en deux et nous avons du coup sur la facette rouge l'idée d'une rupture. La facette rouge est en fait une facette sur laquelle agissent la contrainte normale sigma et la contrainte tangentielle tau. Cette facette est inclinée et c'est l'inclinaison en fait de la rupture dans l'élément de sol que nous avons ici représenté par rapport à l'horizontale avec l'angle θ. En partant du pôle, c'est très important cela, en partant du pôle, nous allons pouvoir partir également de l'horizontale, qui est rien d'autre que la direction verte, et représenter du coup, incliné de l'angle θ, le trait rouge qui viendra générer avec le cercle un nouveau point qui est le bleu, qui est le point de concours entre du coup le trait rouge et le cercle. Lorsque nous comparons l'inclinaison de ce trait rouge et l'inclinaison de la facette que nous avons à côté, nous remarquons que ces deux traits sont parallèles. Il est donc très intéressant de chercher à connaître la position de ce point sur le repère de mort. Nous remarquons d'ailleurs que l'ordonnée de ce point n'est rien d'autre que tau et son abscisse à ce point toujours n'est rien d'autre que sigma. Or, que sont sigma et tau? Tout simplement les valeurs des contraintes normales et tangentes qui agissent sur cette facette d'inclinaison particulière. Nous avons comme objectif du coup de calculer sigma et tau exactement dans le plan de rupture. Pour faire cela, nous pouvons voir que l'angle d'intensité θ accroché au pôle met en évidence un arc de cercle, un élément de cercle, un morceau de cercle, ici représenté en bleu clair. Nous pouvons établir l'intérêt en fait du théorème de l'angle au centre qui dit que dans un cercle, un angle au centre mesure le double d'un angle inscrit intersectant le même arc. Permettons-nous du coup d'établir la position d'un angle particulier issu du centre qui voit du coup le même arc de cercle que tout à l'heure, donc tout à l'heure le bleu. Cet angle n'est rien d'autre que celui-ci, dont l'intensité du coup est 2 fois θ. Nous pouvons tout simplement mettre le doigt sur notre objectif, le calcul de sigma et tau, valable pour le point bleu, en faisant un calcul rapide trigonométrique dans le triangle rectangle qui vient d'apparaître en vert. Nous remarquons que dans ce triangle, il y a des choses que nous connaissons et d'autres que nous cherchons. Par exemple, la hauteur du triangle vertical ici n'est rien d'autre que tau que nous cherchons d'ailleurs. Nous pouvons simplement identifier que que le côté qui vient d'apparaître n'est rien d'autre que le rayon que nous connaissons déjà comme étant sigma 1 moins sigma 3 sur 2. Par ailleurs, nous connaissons dans ce triangle un angle particulier qui, juste par déduction, est du coup pi moins 2 θ. Dans ce triangle du coup rectangle, connaissant deux côtés dont l'un est inconnu qui est tau et un angle, nous pouvons établir par des relations trigonométriques toutes simples que par exemple tau est égal à la taille du rayon fois le sinus de l'angle, soit le sinus de pi moins 2 fois θ. De la manière correspondante, ou en tout cas tout à fait équivalente, nous pouvons dire que la valeur de sigma, c'est en fait la position du centre à laquelle on aurait ôté quelle dimension? Tout simplement la taille qui est en fait la base de cet angle, de ce triangle plutôt, la base du coup de ce triangle rectangle vert. Cette base, c'est juste le rayon fois le cosinus de l'angle pi moins 2 θ. Je reviens du coup ici. La valeur de sigma que nous cherchons depuis tout à l'heure, c'est la position du centre, moins cette longueur de rayon fois cosinus pi moins 2 θ. Reprenons le plan de ce chapitre 1 qui s'appelle, je vous le rappelle, rupture et critères de rupture. Et la vidéo que vous êtes en train de regarder est en fait la suite du chapitre 2, de la partie 2, où on va établir le critère de Morcoulon. Alors, reprenons ce qui a déjà été vu lors de la vidéo 1. C'est une diapositive que vous connaissez. Et je vous rappelle ce que nous y voyons. Nous avons à gauche une photo où un élément de sol infinitésimal a été choisi, placé à une profondeur notable. À droite, vous avez une photo comparable où un élément de sol infinitésimal toujours a été placé à une profondeur plus réduite, petit z.
Au milieu, vous avez les équilibres de ces éléments de petite dimension placés à la profondeur grand Z ou petit z et qui ont été équilibrés grâce à l'application au niveau du plan de rupture de contraintes tau et sigma d'intensité réduite pour le dessin de droite et plus importante pour le dessin de gauche. La traduction de ces schémas se fait sur le repère de mort qui est situé en bas sur la diapositive, ici, avec l'existence de cercles dont la position mais aussi le diamètre va varier en fonction de l'intensité des contraintes qui sont appliquées. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de représenter le fait que les contraintes qui sont dans les schémas du dessus représentent en fait une situation de rupture. Alors justement, ça c'était du rappel. Reprenons le dessin et souvenons-nous que les petits éléments de sol que nous avons choisis, en fait, se situent comme ceux qui sont ici, sur une ligne de rupture qui est la ligne rouge. Cette photo, on l'a vue beaucoup de fois. Et je vous parle de la photo d'en haut à droite. Et cette photo, je vous le rappelle, nous montre par sa ligne rouge la zone de rupture du sol sous la fondation. Et donc, à chaque fois dans la diapositive d'avant, nous avons imaginé que l'élément de sol infinitésimal ait été cassé, et donc à chaque fois, il a été placé sur cette ligne de rupture. Chaque élément de sol infinitésimal mettait en jeu des contraintes sigma et tau particulières, qui sont en fait les points violets qui sont sur ce dessin. Les points violets initiaux sont ceux d'en bas, les trois qui sont en bas. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que ces trois points violets issus de ces cercles de mort sont en fait alignés. Leurs cousins d'en haut, ceux qui ont du coup des valeurs de la contrainte tangentielle tau inversées, ou opposées plutôt, ces points-là, du coup, de même valeur de sigma, mais de valeur de moins tau pour chacun, sont également alignés. Eh bien, ces deux lignes qui viennent d'apparaître, qui rejoignent les points où la rupture a été vue, s'appellent l'enveloppe de rupture de mort. Reprenons du coup nos cercles de mort dans le repère de mort sigma tau et reprenons avec eux l'enveloppe, en fait les deux enveloppes de rupture de mort. Ce que nous allons dire, c'est extrêmement simple, mais très très important. Tout cercle qui est tangent à l'enveloppe de rupture correspond à des conditions de rupture. C'est la première chose. Et ensuite, on dira que si jamais nous voulions exprimer par un cercle de mort l'état de contrainte d'un élément de sol infinitésimal, mais pris par contre celui-ci à n'importe quel endroit qui n'est pas sur la ligne de rupture, par exemple plus bas que celle-ci, c'est le nouvel élément qui vient d'apparaître sur la photo de droite, eh bien cet élément de sol ne viendra pas, puisqu'il n'y a pas rupture ici, il ne viendra pas toucher et donc tangenter le critère de rupture de mort. Il y a toutes les chances du coup que ce cercle soit plus petit que les autres, et ce qui est plus important, je l'ai déjà dit mais je répète, c'est que ce cercle nouveau vert ne vient pas toucher les deux lignes de rupture de mort. Donc, tout cercle situé sous l'enveloppe de rupture va représenter des conditions qui sont stables. Tout cercle qui ne touche pas la ligne de rupture n'est pas en rupture, donc il est stable. Voici une autre possibilité, c'est que des cercles puissent être plus grands. Et vous voyez celui-ci qui déborde au-delà des lignes de rupture de mort. Eh bien, ceci est tout simplement impossible. Le sol, soit il est stable, donc il dispose d'un cercle de mort plus petit, caché entre deux lignes de rupture, soit il est rompu, et dans ce cas-là, les cercles touchent les lignes de rupture. Ce sont ces deux seuls cas qui sont possibles. Aucun cercle ne peut du coup dépasser les lignes de rupture. Rappelons le nom de ces lignes importantes, ce sont les enveloppes de Mohr-Coulomb. Pour représenter les choses avec plus de simplicité, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est à la place de représenter des cercles entiers, c'est de représenter des moitiés de cercles. Et souvent, on représente les cercles dans la partie positive des valeurs de contrainte tau. Et nous conservons du coup une seule de ces deux lignes de rupture de mort, qui sera celle qui apparaît pour l'instant avec un trait plus épais que l'autre. Passons du coup à la suite. Et reprenons notre ligne de rupture qui apparaît du coup maintenant, bien franchement, du côté des valeurs de taux positives. Eh bien, cette ligne de rupture, cette droite, elle a une équation particulière, en fait assez simple. Taux
va être égal à C plus sigma tangente phi. Cette équation est extrêmement importante. Alors, qu'est-ce que signifie phi? C'est tout simplement un angle, et c'est l'angle d'inclinaison de cette ligne de rupture de mort. Et vous remarquez évidemment, puisqu'on a deux lignes de rupture, celle qui est en bas, elle a beau être moins importante, pas mise en couleur notable, elle existe quand même. Cette ligne de rupture du bas étant symétrique par rapport à la première, son inclinaison est aussi égale à phi. Ce qui est important est aussi de voir ce que signifie C. C, c'est la valeur de l'ordonnée à l'origine de cette ligne de rupture. C, on le voit ici, et C, on le voit en bas, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons garder la valeur positive de C. Et d'ailleurs, C va toujours être considéré comme positive. Alors, C et phi sont des caractéristiques mécaniques du sol, donc extrêmement importantes. C sera nommée la cohésion, elle sera quantifiée en pascal, ou mégapascal, ou kilopascal en fonction des chiffres, et phi est nommé l'angle de frottement interne, donc en degrés. Et évidemment, je vous l'ai déjà dit, mais ce critère de rupture, cette enveloppe de rupture, cette ligne de rupture, tout ça c'est pareil, c'est effectivement, comme on le voit ici, une droite. Alors faisons une première remarque, la remarque numéro 1, et vous avez devant vous deux repères de mort, donc chacun exprimé en sigma tau. À gauche, on va représenter ce qui se passe quand on a un sol grenu, type sable, et à droite, ce qui va se passer lorsqu'on va avoir un sol fin, type argile. Alors, lorsque les sols sont grenus, lorsqu'il n'y a pas du coup de cohésion, eh bien justement, nous avons un critère de rupture, ces deux lignes qui viennent d'apparaître, qui enchâssent ensemble des cercles de mort qui la touchent, qui est la tangente. Cette ligne de rupture, ces lignes de rupture, elles viennent passer à 0. Elles ont du coup une ordonnée à l'origine qui est nulle. Alors que dans le cas de sol fin type argile, eh bien nous avons une ordonnée à l'origine qui n'est pas nulle. Donc ça signifie que nous avons des sols argileux qui ont une cohésion. On gardera en tête du coup à la fois les dessins qui viennent d'apparaître, mais aussi tout simplement les remarques suivantes. Un sol grenu n'a pas de cohésion, C égale à 0. Un sol fin type argileux a une cohésion, C est du coup non nulle. Faisons une remarque supplémentaire sur ce repère de droite, et un nouveau cercle vient d'apparaître, il est violet. Ce nouveau cercle, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, il touche le repère tau. Il est particulier parce qu'une de ses contraintes principales est nulle. Alors, je suis allée trop vite. Le cercle qui vient d'apparaître en violet s'appelle un cercle en compression simple. Voici sa contrainte principale majeure. Elle fait référence à des contraintes normales qui agissent sur une facette. On ne connaît pas l'inclinaison. Imaginons que la facette ce soit celle-ci et que la contrainte normale ce soit la flèche qui vient d'apparaître avec elle. La contrainte principale mineure, elle a la particularité d'être nulle. Elle va agir sur une facette qui va être forcément perpendiculaire à la première parce que ces deux contraintes principales sont sur le même diamètre, donc elles sont en réalité perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Mais je rappelle que la contrainte principale mineure est nulle, donc il n'y a pas de contrainte verte sur mon dessin. Pour retranscrire l'idée d'un élément de sol, prenons non pas deux facettes mais quatre qui se font face l'une à l'autre, et on a du coup une espèce de rectangle qui se crée, et nous avons ici du coup un élément de sol qui est en compression simple dans le sens des flèches bleues. Ce n'est pas une compression verticale, ce n'est pas une compression horizontale, c'est une compression oblique, mais ça reste une compression simple. Faisons une deuxième remarque et reprenons le critère de mort et son équation. Pour l'instant, on va la prendre comme étant tau égale C plus sigma tangente phi. Alors, pour les sols saturés, voici ce qui va se passer. Lorsque nous avons des sols saturés, avec du coup évidemment de l'eau et des grains, comme c'est le cas sur la photo que vous voyez, enfin sur le petit schéma que vous voyez, je vous rappelle que nous avons la possibilité d'établir la relation de Terzaghi qui dit que la contrainte totale sigma est égale à la contrainte effective plus U, la pression interstitielle. Vous avez vu cela lors du module de matériaux 4, MXG4. En parallèle, vous avez vu aussi que tau, la contrainte tangentielle totale, est égale à la contrainte tangentielle effective. Redisons ça différemment. Dans le cas d'un sol saturé, l'eau interstitielle n'offre aucune résistance aux efforts de cisaillement. Ceci est la traduction de tau égale tau prime.
Dans un sol saturé, il n'y a du coup que de l'eau et des grains. Donc si l'eau ne résiste pas aux efforts de cisaillement, qui va le faire? Évidemment, les grains. Donc la résistance au cisaillement est liée uniquement au squelette solide du sol. Et quel est le paramètre qui pilote le comportement et les contraintes qui s'appliquent uniquement au squelette solide du sol? Eh bien, c'est sigma prime. Donc, très logiquement, le critère de Mohr-Coulomb, qui est le critère de rupture, c'est encore la même chose que la ligne ou l'enveloppe de rupture. Eh bien, ce critère de Mohr-Coulomb devient tout simplement taux égale C, la cohésion, plus sigma prime tangente phi. Ce qui est très important, c'est de voir qu'en réalité, donc, l'expression de la ligne de rupture est en contrainte effective. Nous pourrions dire taux prime égale C plus sigma prime tangente phi, mais taux prime et taux, c'est la même chose. Ça, c'est très important et c'est cela que vous devez savoir et que vous devez connaître et donc que vous devez apprendre. Petite remarque suivante sur les contraintes effectives, ça c'est aussi un rappel de matériau 4. Dans le cas de la distinction des contraintes qui s'appliquent sur un élément de sol que vous voyez en haut à gauche, nous avons sigma 1 égale sigma prime 1 plus U, nous avons sigma 3 qui agit sur une facette verticale qui est sigma prime 3 plus U, et nous sommes du coup capables, dans un repère de Mohr, de tracer deux cercles différents. Celui qui apparaît à droite est un cercle de Mohr en contrainte totale, mais si nous enlevons U, la pression interstitielle, le cercle garde son même diamètre, il est décalé par contre vers la droite, décalé de la quantité U, et nous avons ainsi le cercle de Mohr en contrainte effective. Ce qu'il faut retenir donc, eh bien, c'est ce que M. Terzaghi a posé. Tous les effets mesurables d'un changement d'état de contrainte dans un sol en termes de déformation ou de résistance au cisaillement sont dus au changement de contrainte effective. Le critère de Mohr-Coulomb que vous connaissez et que vous allez connaître et que vous allez apprendre, c'est taux égale C plus sigma prime tangente phi. C'est ce qui est le plus important de cette vidéo numéro 2. Merci. Ah oui, avant quand même de finir cette vidéo, excusez-moi, j'ai oublié cela. Ce résultat est fondamental en mécanique des sols. Il s'applique sans restriction lorsque la déformabilité du squelette solide est grande vis-à-vis des grains et de l'eau. C'est bien le cas lorsque nous avons des mouvements de sol, comme par exemple des glissements de terrain. Cette fois-ci, je vous dis que la vidéo est terminée. Revoici le plan de notre chapitre 1, rupture et critères de rupture. Et nous allons aujourd'hui regarder le paragraphe 3, essai de laboratoire pour établir la résistance au cisaillement des sols. On va regarder ensemble deux essais différents. L'essai de cisaillement direct, que vous ferez d'ailleurs en TP, et l'essai triaxial. Commençons par l'explication de l'essai de cisaillement direct. Voici une boîte de cisaillement qu'on appelle aussi une boîte de Casagrande. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. On a un élément de sol qui est mis en place dans une boîte dissociée en deux morceaux. Une partie basse qui va être le socle et donc la base, et une partie haute qui va être par contre mobile. Dans cette boîte ainsi créée, nous avons entre deux plaques poreuses, nous avons du coup placé une sole. Ces deux plaques poreuses vont former le dispositif de drainage. Via un piston en partie haute, nous allons appliquer un effort vertical qui va être nommé l'effort N, l'effort normal donc. Et nous allons en même temps mesurer l'évolution de la position de ce piston. Nous allons du coup mesurer delta H. Nous allons appliquer un effort horizontal qui va être l'effort T, l'effort du coup tangent. Cet effort T va amener la partie supérieure de la boîte à se translater vers la droite. Et donc nous aurons un schéma comme c'est visible sur la deuxième partie de ce graphique, le cas où la boîte s'est du coup divisée en deux parties bien dissociées grâce à la translation de la partie haute. Toujours, l'effort N est appliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet essai? Comment est-ce qu'on va le mener aussi? C'est ce qu'on va regarder. Avant cela, définissons la contrainte sigma et la contrainte taux. On retrouve du coup la contrainte normale et la contrainte tangente. Pour la contrainte normale sigma, nous dirons que c'est n, l'effort vertical normal appliqué sur l'échantillon, divisé par la section. Et la section sera pilotée par le diamètre de l'échantillon. Quant à la contrainte tangente, taux,
Eh bien, cette contrainte va être pilotée par l'effort horizontal T, tangent à la boîte, divisé par S aussi, parce que le cisaillement, le découpage de notre massif de sol va se réaliser aussi suivant la section initiale grand S. Le protocole de l'essai est assez simple. On va commencer par appliquer un effort N sur notre échantillon et on va ainsi procéder à la consolidation du sol. L'effort N va être appliqué aussi longtemps qu'il le faudra pour que la pression interstitielle dans l'échantillon redevienne normale, redevienne nulle. En deuxième temps, on va ensuite appliquer l'effort horizontal T, ceci à vitesse constante. L'effort T va devoir être appliqué à vitesse constante certes, mais peu rapide. Pendant que T est appliqué, N restera constant. En troisième temps, on va tracer l'évolution de notre delta L, la translation du coût de la boîte partie supérieure, en fonction de taux, la contrainte tangente, exprimée, je vous le rappelle, comme étant T sur S. Ce protocole, on va le reprendre autant de fois qu'il le faudra, puisqu'on va le recommencer avec une autre valeur de N sur un nouvel échantillon. Il est habituel de mener au moins 3 fois l'essai avec un effort N1, puis N2, puis N3. Et voici ce que nous aurons du coup en termes de tracé. Avec 3 efforts N utilisés, N1, N2, N3, nous aurons 3 courbes qui vont apparaître ici dans un repère qui propose à l'horizontale delta L, la translation de la boîte partie supérieure, et à la verticale taux, la contrainte tangente. Ces courbes ont la même forme, elles représentent toutes, ou en tout cas elles ont toutes un point maximum, et nous allons regarder comment les utiliser à la diapositive qui suit. Avant cela, faisons juste une remarque. L'essai que je vous définis maintenant, l'essai de cisaillement direct, est considéré comme consolidé drainé. Effectivement, on a pris le temps qu'il fallait pour, au départ, consolider le sol. Et cette consolidation s'est faite grâce au drainage de notre matériau. Donc l'essai sera nommé consolidé drainé. Et nous en reparlerons de cela à la toute fin de l'exposé. Donc, comme promis, reprenons nos 3 fameuses courbes qui ont été obtenues grâce à notre essai et nous allons voir ce que nous allons pouvoir en faire. Alors, sur ces courbes, je vous rappelle que ces courbes d'ailleurs sont issues de 3 efforts normaux N différents, N1, N2, N3, et donc on a réussi à exprimer sigma 1 comme étant N1 sur S, sigma 2 comme étant N2 sur S et sigma 3 comme étant N3 sur S. À partir des courbes, on va sortir différentes valeurs de taux et on va sortir celles qui correspondent à la rupture. Et la rupture, c'est le point le plus haut de chaque courbe. Nous avons du coup le point de rupture 1, localisé en taux 1R, l'indice R signifiant rupture. Nous avons ensuite taux 2R, puis taux 3R. Le travail qu'on va mener consistera à conserver ces 3 couples de valeurs, sigma 1 taux 1R signifiant le premier couple, sigma 2 taux 2R étant le deuxième et sigma 3 taux 3R étant le troisième. Avec ces 3 couples de valeurs, nous sommes capables de former 3 points, cette fois-ci dans le repère de mort, qui dispose à l'horizontale de la valeur sigma et à la verticale de la valeur taux. Donc un premier point qui sera placé ici à partir de sigma 1 taux R1, taux 1R, pardon. Sigma 2 taux 2R formeront un deuxième point et sigma 3 taux 3R formeront un troisième. Nous sommes en capacité de remarquer que ces 3 points vont former une droite. Et cette droite, elle va s'appeler le critère de rupture de Mohr-Coulomb. Pourquoi le critère de rupture? Parce qu'elle rejoint 3 points qui ont la particularité d'être des points qui sont obtenus justement à la rupture. Donc, on est capable d'identifier sur ce critère de rupture, eh bien, ces caractéristiques, comme par exemple l'angle, par exemple l'angle de frottement interne phi, nommé ici phi', et comme par exemple aussi la cohésion, nommée ici C'. Donc, comme ce critère est un critère de rupture, si jamais nous devions tracer des cercles dans ce repère de Mohr, chaque cercle représentant aussi la rupture viendra tangenter le critère lui-même. Remarquons encore, je l'ai déjà dit, que cet essai est consolidé drainé. Et c'est pour cela que l'angle de frottement s'appelle phi avec un prime et que la cohésion C porte aussi un prime.
Alors, l'essai triaxial maintenant. C'est aussi un essai de laboratoire qui permettra d'avoir d'autres renseignements sur les sols et qui va être adapté à tout type de sol. Commençons par voir le système d'appareillage et faisons une description. Sur une base, nous allons placer un premier plateau qui apparaît en blanc qui va permettre le drainage. Ce sera une céramique poreuse. Cette céramique poreuse pourra être connectée à un système de tubes par lequel l'eau va pouvoir partir, ou pas, en fonction de l'ouverture ou pas de la vanne placée sur ce tube. Sur ce dispositif, on va placer un échantillon de sol. C'est donc l'échantillon lui-même qui apparaît. Tout ça est effectivement bien axé. Et en partie haute, toujours axé, on va placer un piston. Le tout va être enchâssé dans une membrane. Ça ressemblera à une membrane en plastique, en caoutchouc, étanche en tout cas. Cette membrane caoutchouc va être solidarisée, va être fixée autour des parties hautes et basses métalliques avec des bracelets. Des bracelets qui ressemblent en fait à des caoutchoucs pour faire des couettes par exemple. Cet échantillon va être ensuite placé dans une enceinte. Grâce à un plateau supérieur, on va former la partie haute de l'enceinte. Dans l'espace libre au centre de notre plateau supérieur, on va placer via une bille un dispositif permettant d'appliquer un chargement sur la partie supérieure. Vient d'apparaître ensuite un deuxième tube au niveau du plateau inférieur, le tube bleu, et ce tube va permettre le remplissage de l'enceinte dans lequel l'échantillon se trouve. Ce remplissage se fera avec de l'eau. Et nous allons ainsi appliquer la contrainte sigma 3 dont je vous parlerai avec plus de détails juste après. Via l'espace libre dans le plateau supérieur et du coup via une tige verticale, nous allons appliquer un effort vertical directement sur le piston du haut et donc directement en fait sur l'échantillon de sol. Nous serons capables de mesurer l'évolution de la position verticale de ce piston et donc en fait l'évolution de la position de notre dispositif et donc en fait l'évolution de la hauteur de l'échantillon. Ce sera la mesure de delta H. Dernière mesure, nous serons en capacité par exemple de mesurer l'évolution du volume d'eau qui s'échappe de l'échantillon via le tuyau blanc du dessin et nous serons aussi en capacité de mesurer l'évolution de U, la pression interstitielle de cette eau qui est en fait dans l'échantillon. Reprenons le chargement et définissons-le de manière différente. Nous retrouvons l'enceinte qui est remplie d'eau autour de notre échantillon central. L'échantillon est en orange et l'enceinte est en jaune. Grâce à l'existence dans l'enceinte de remplissage d'eau, l'eau va agir sur toutes les faces de l'échantillon et ce sera du coup l'occasion de l'application d'une contrainte isotope nommée sigma 3. L'application en surface, à la verticale en tout cas, d'un effort F va être traduit comme étant une application du déviateur sigma 1 moins sigma 3. Alors pourquoi c'est appelé ainsi? C'est juste parce que ensemble, l'effet vertical de l'eau et l'effet du déviateur, ce sont les flèches rouges, vont former une contrainte donc verticale qui sera nommée sigma 1. On gardera en tête du coup qu'il y a sigma 1 appliqué à la verticale, qui est en fait la somme de deux composantes, sigma 3 et le déviateur sigma 1 moins sigma 3, et aussi l'application à l'horizontale d'une contrainte isotrope sigma 3 due à l'application d'une pression d'eau. On va imposer une vitesse de déplacement axial de l'ordre de 1% de la hauteur de l'échantillon par minute, donc l'essai est relativement lent. Alors, quand l'essai sera-t-il terminé? Tout simplement quand nous aurons atteint la rupture. Alors il y a par contre deux schémas de rupture possibles. Premier schéma, un cas de rupture en tonneau. Donc on a une rupture plastique ou en tonneau due à l'application d'une contrainte sigma 1R qui est telle que le tonneau a réussi à se former malgré l'application sur les bords d'une contrainte due à l'eau sigma 3. Sinon, une rupture plus franche peut se former. Ce sera une rupture fragile avec plan de cisaillement, du coup une division en deux de notre échantillon, dû aussi ici à l'application à la verticale de sigma 1R, avec l'indice R, c'est pour vous dire qu'il y a rupture, et aussi en parallèle évidemment l'application de sigma 3, la contrainte due à la pression d'eau.
La forme des lignes, enfin des courbes de rupture qui sont exprimées ici dans un repère epsilon, sigma 1 moins sigma 3 à la verticale sont un peu différentes. Ce qui compte, c'est qu'on peut établir dans les deux cas justement où se situe la rupture. Alors maintenant que cela est dit, on va aller définir des essais triaxiaux qui sont différents. On peut en fait appliquer les contraintes et gérer le problème du drainage de différentes fonctions, de différentes manières. Le premier essai triaxial qu'on peut faire s'appelle l'essai triaxial UU. UU pour, en anglais, avec mon super accent, Unconsolidated, Undrained. Ça veut dire non consolidé et non drainé. Pour faire un essai UU, eh bien, nous allons faire un essai rapide. Alors, tout simplement, reprenons le dispositif et imaginons que nous appliquons, via l'eau qui remplit l'échantillon, une contrainte sigma 3. Pendant ce temps, le tuyau par lequel l'eau de l'échantillon pourrait sortir est fermé. C'est par sa fermeture que nous pilotons le fait que l'essai est non drainé. Et nous allons appliquer, avec une presse, eh bien, le déviateur sigma 1 moins sigma 3. Pendant tout l'essai, la pression interstitielle dans l'échantillon saturé va monter. Et elle va, du coup, cette pression, évidemment, être non nulle. Voici ce qui va se passer. Dans le repère de mort sigma-tau, nous sommes en capacité de tracer un cercle, même plusieurs cercles. À chaque fois, les points qui sont en fait les contraintes principales majeures de chaque cercle sont sigma 1. Et puisqu'on a atteint la rupture, ce sera pour deux échantillons menés à deux valeurs de sigma 3 différentes, ce seront du coup deux valeurs de sigma 1R différents. Et effectivement, nous avons du coup pour ces deux cercles de mort, deux contraintes principales mineures qui sont deux valeurs différentes de sigma 3 obtenues à la rupture. De manière logique, plus on va appliquer une pression d'eau sigma 3 importante, plus on va du coup serrer les grains les uns contre les autres, plus pour réussir à faire rompre cet échantillon de sol, il faudra appliquer un déviateur sigma 1 moins sigma 3 qui sera d'intensité importante. Donc, évidemment, plus sigma 3R est grand, plus sigma 1R l'est aussi. Nous sommes en capacité du coup de tracer l'existence du critère de Mohr-Coulomb, critère de rupture, qui vient tangenter ces cercles de rupture eux-mêmes. On peut en mettre deux, les deux qui sont, je vous le rappelle, symétriques, et nous pourrons remarquer, même si c'est pas très net sur notre tracé, en fait, en réalité, que tau, qui s'appelle ici tau U, U pour faire référence au nom de l'essai triaxial UU, tau U doit être en fait proche de 0. Dans cet essai, nous sommes capables d'identifier l'ordonnée à l'origine, et cette ordonnée, ce sera la cohésion, mais cette cohésion s'appellera par contre CU. U ici aussi pour faire référence au nom de l'essai triaxial UU. Cet essai dans lequel nous avons des pressions interstitielles U qui grimpent et que nous ne connaissons pas exactement, ne peut être tracé avec des cercles à la fin, comme ceux que vous voyez, uniquement en contrainte totale. Sigma 1R et sigma 3R ne peuvent être que des contraintes totales. Donc, comme je vous l'ai dit, la cohésion qu'on obtient et qu'on identifie est une cohésion CU non drainée et l'angle de frottement interne φU est l'angle de frottement interne non drainé. On peut aller plus loin et faire un essai triaxial UU avec une variante. Ce sera un essai de compression simple. Je vous explique rapidement ce que c'est. Reprenons le matériel, mais cette fois-ci, la particularité, c'est que le tuyau qui permet l'arrivée d'eau de se faire, c'est le tuyau bleu du côté gauche, eh bien il est fermé. Donc l'échantillon et l'enceinte surtout est vide. Nous allons appliquer uniquement un effort vertical. Donc la contrainte sigma 3 est égale à 0. Et le drainage de l'échantillon ne pourra pas se faire parce que la vanne par laquelle l'eau pourrait sortir est fermée. Nous appliquons uniquement une contrainte sigma 1 verticale. Dans le repère de Mohr, la situation est traduite par un cercle de Mohr dont vous avez sigma 1R étant la contrainte principale majeure et sigma 3 toujours la contrainte principale mineure qui s'avère être nulle.
eh bien, ce cercle de rupture va tangenter un critère de rupture de Moore qui est celui de la compression simple, et sur lequel on va identifier CU. Donc, tout à l'heure, on avait phi U presque nul. Les contraintes sont exprimées en contrainte totale parce que nous ne sommes pas en capacité de pouvoir mesurer la pression interstitielle qui a grimpé sous l'effet de l'application de la contrainte sigma 1. Et CU ici obtenu est surestimé de à peu près 15% par rapport au CU exprimé tout à l'heure sur l'essai triaxial UU avec de l'eau. Mais cet essai reste satisfaisant dans de nombreuses applications et il a le mérite surtout d'être beaucoup plus simple à mener. Donc CU ainsi obtenu peut être utilisé malgré l'imprécision qu'on a appliquée, qu'on a obtenue sur cette valeur. Prenons un autre essai triaxial possible. Ce sera l'essai triaxial CD. C pour consolidated et D pour drained. Donc c'est un essai consolidé drainé. Pour que la consolidation puisse se faire et que le drainage puisse se faire, il faut que l'essai soit lent. On le comprend surtout lorsque l'essai sera appliqué à des sols fins. Vous le savez, c'est des rappels de MXG4. Dans des sols fins style argile, pour que la consolidation se fasse, il faut que l'eau ait le temps de partir. Donc il faut qu'on ait un drainage qui soit suffisant, efficace, et il faut accepter qu'il soit lent, donc long. Reprenons le matériel. Le sol est forcément saturé. On va appliquer de l'eau, enfin on va remplir l'échantillon, plutôt on va remplir l'enceinte d'eau et on va ainsi appliquer une contrainte isotrope qui sera la contrainte sigma 3. On va appliquer un déviateur de contrainte qui sera sigma 1 moins sigma 3, par contre lentement, aussi lentement qu'il le faudra, pour que la pression interstitielle dans l'échantillon soit nulle. C'est la consolidation. On va bien faire attention que ensuite l'eau puisse sortir de l'échantillon via le tuyau du bas, celui qui apparaît en blanc, donc on aura un drainage qui sera possible. Pendant l'essai, nous faisons bien attention que la pression interstitielle soit nulle. C'est l'effet de la consolidation et du drainage en même temps. Les contraintes peuvent être exprimées dans le repère de Moore sigma-tau par des cercles comme d'habitude. Des cercles qui sont plus ou moins grands en fonction de la valeur de la pression de l'eau appliquée dans l'échantillon. Toujours pareil, plus on va appliquer une pression d'eau sur l'échantillon, plus on va serrer les grains, plus il va falloir du coup appliquer un déviateur sigma 1 moins sigma 3 notable pour réussir à faire rompre l'échantillon. Donc, on a la possibilité d'exprimer différentes valeurs de sigma 3R, ici nommé d'ailleurs sigma prime 3R, puisque U est connu, bon d'accord, il est nul, mais il est connu, U étant égal à 0, sigma 3 égale sigma prime 3, donc on peut très bien dire que les contraintes sigma 3 à la rupture s'appelleraient sigma prime 3R. Les valeurs des contraintes sigma 1 deviennent, puisque U est connu toujours, sigma prime 1. Et à la rupture, nous aurons du coup sigma prime 1R. Et nous sommes du coup capables de dire que ces valeurs, plutôt ces cercles de rupture, viennent tangenter le critère de rupture de Moore-Coulomb dont nous identifions l'inclinaison. Voici sont symétriques. Et nous allons avoir du coup l'angle de frottement interne phi' et la cohésion C'. Donc, je redis que les cercles qu'on a obtenus sont exprimés en contrainte effective et que la cohésion C' s'appellera la cohésion effective, phi' s'appellera, lui, l'angle de frottement interne effectif. Je continue dans les variantes possibles des essais triaxiaux et on va parler de l'essai triaxial CU. CU signifiant ici consolidated et undrained, donc consolidé, non drainé. Si le drainage n'est pas possible, c'est parce que l'essai est rapide. Si l'essai est consolidé, c'est qu'il y a eu application d'un effort préalable à l'essai qui a permis à l'échantillon d'être consolidé. Reprenons le matériel. Le sol est saturé dans l'échantillon et on va appliquer par l'eau qui remplit l'enceinte la contrainte isotrope sigma 3. On va appliquer également en partie haute le déviateur sigma 1 moins sigma 3. Et on va faire quelque chose de très pratique, on va mesurer pendant l'essai
la valeur de la pression interstitielle U, ou si vous préférez, UW, c'est la même chose. Pendant l'essai, sous l'application de notre déviateur σ1 moins σ3, eh bien, la pression interstitielle va grimper, mais comme nous allons la mesurer, nous serons capables d'exprimer des cercles de Mohr dans le repère de Mohr qui seront en contrainte effective. Voici un premier cercle qui est, lui, par contre, en contrainte totale, σ1R parce qu'il était à la rupture, σ3R parce qu'on est toujours à la rupture. On a un critère de Mohr qui vient tangenter ce cercle de rupture, et on est capable d'identifier CCU et phi-CU. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Reprenons l'idée que ces cercles puissent être tracés en contrainte effective. Il suffira de les déplacer de la quantité U pour les obtenir justement en contrainte effective. Nous sommes partis du cercle en contrainte totale pour obtenir ce deuxième cercle qui est en contrainte effective. Nous avons du coup σ'R comme étant la nouvelle contrainte principale majeure et σ'R qui est la contrainte principale mineure. Et cette fois-ci, c'est plus intéressant, nous serons capables d'identifier phi' pour l'angle de frottement interne et C' pour la cohésion. Et on retrouve du coup les mêmes caractéristiques, phi' et C', que celles qui nous ont été permises d'identifier lors de l'essai triaxial présenté avant. C'était l'essai triaxial CD qui avait la mauvaise idée d'être extrêmement long à réaliser. Grâce à l'essai CU avec mesure de U, ce que vous remarquez, c'est que l'essai est rapide et grâce à notre tracé de cercle en contrainte effective, nous arrivons à la même conclusion. C'est celle de l'identification de phi', l'angle de frottement interne effectif, et C', l'angle de frottement, C', c'est la cohésion effective. Donc, l'essai CU avec mesure de la pression U est très intéressant parce qu'en laboratoire, il est rapide et il nous permet d'avoir C' et phi'. Ce qu'il faut retenir de cette explication des essais de laboratoire permettant d'identifier C et phi, les paramètres de notre critère de rupture de Mohr-Coulomb. C'est ce tableau donc. Si le sol que nous testons a de la cohésion, s'il est cohésif et saturé, nous avons le choix de faire deux types d'essais, les essais à long terme ou les essais à court terme. Ce sont les lignes rouges et bleues. Si les essais sont faits à long terme, ils nous amèneront à identifier C' et phi', la cohésion et l'angle de frottement, les deux effectifs. Et nous pourrons du coup établir le critère de Mohr comme étant taux égale C' plus phi' tangente phi'. Si l'essai sur les sols cohésifs saturés est mené à court terme, nous pourrons identifier CU, la cohésion, et phi-U, l'angle de frottement interne, mais il sera nul cet angle de frottement, comme vu tout à l'heure. Le critère de Mohr, le critère de rupture de Mohr, devient alors taux égale CU. Si maintenant c'est le cas de la ligne vert, les sols sont pulvérulents, il n'y a aucun intérêt de dissocier si nous sommes à long terme ou à court terme, parce que dans tous les cas, l'eau, sous l'effet de l'application d'un effort, pourra partir et du coup on aura un drainage presque immédiat, puisque la perméabilité des sols pulvérulents est suffisante pour que l'eau puisse partir. Nous aurons un essai triaxial par exemple à mener, ou un essai à la boîte de cisaillement aussi, ce sera possible. Nous identifierons du coup C', phi'. Le critère de rupture de Mohr devient aussi ici taux égale C' plus phi', tangente phi'. Voici ce qu'il faut retenir, que vous devez savoir, ce dont vous devez du coup vous souvenir. Merci.